Merci Jean pour ton introduction. Bonsoir à tous. La question, comment préparer la jeunesse à l'avenir complexe, aux connaissances difficiles, très intriquées que nous venons de regarder depuis 2 jours, et comment libérer sa créativité dont on a tant besoin. Les systèmes éducatifs représentent une fraction importante de la dépense publique. En France, plus de 10%. Comment les mobiliser pour qu'ils prennent en compte la transition climatique? Comment faire face à l'ampleur des comportements sociaux requis? Quel rôle les scientifiques et les académies peuvent-ils jouer? Autant de questions déjà évoquées hier que je vais brièvement tenter d'éclairer, mais avant, pour nous mettre dans l'ambiance, une courte introduction. Le projet Le climat, ma planète et moi a pour objectif de sensibiliser les élèves, les enseignants et les parents à une des principales menaces écologiques, sanitaires et sociales du XXIe siècle, le changement climatique. Maîtresse, ça arrête pas d'augmenter. Ça augmente petit à petit. Ça augmente beaucoup, tu veux dire? Non, là c'était là et après ça a augmenté sur ça. Ce projet pluridisciplinaire met en avant l'activité des élèves par le questionnement, l'étude documentaire, l'expérimentation et le débat. Il permet aux élèves de comprendre les mécanismes du changement climatique, ses origines naturelles ou humaines, ses conséquences et les actions à entreprendre. La rencontre avec Nicolas Caillon, glaciologue et climatologue à l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble, va permettre aux élèves de réinvestir et de consolider les connaissances acquises au cours des séances. Au cours de cette rencontre, Nicolas va leur présenter le projet Ice Memory, dont le but est de collecter des carottes de glace des principaux glaciers mondiaux en péril, afin de garder une mémoire du climat passé. Vous aurez vu ici des enfants petits qui abordent les questions. C'est le début d'un long processus qui va les amener au baccalauréat et au-delà dans des métiers très variés et qu'il va falloir accompagner. Pourquoi? Parce que lors de la COP 21 à Paris, dans la signature de l'accord, figure un article 12 qui dit « respecter un engagement » et qui nous oblige à respecter un engagement international, les parties doivent prendre en compte des mesures pour développer la place du changement climatique dans l'éducation. Et bien entendu, cela doit partir des faits dits par la science, donc ça concerne au premier chef l'éducation à la science, comme d'ailleurs aujourd'hui la question climatique concerne l'Académie des sciences. C'est pourquoi, peu après cet accord, le réseau de la centaine d'académies des sciences dans le monde a émis des recommandations d'une éducation au changement climatique s'appuyant sur les scientifiques. Et je reviendrai tout à l'heure sur l'une de ces recommandations que je vous encourage à lire. Bien sûr, les objectifs du développement durable sont plus vastes, infiniment vastes même. Éradiquer la pauvreté, protéger la planète, garantir la prospérité pour tous. Vaste programme. À l'école, on peut leur demander d'y être sensible, mais l'avantage des questions climatiques, comme celle de la biodiversité, est de focaliser sur des questions à contenu scientifique majeur, à impact sociétal considérable, qui s'insèrent dans les 17 objectifs du développement durable, mais qui demandent beaucoup plus que de ramasser les plastiques ou d'éteindre la lumière dans l'école. Alors, face à ces décisions, la jeunesse, sensible à ces questions, souvent fragile d'ailleurs, en particulier les plus jeunes, emplie d'émotions, d'attentes, et qui demain sera acteur, innovant, nous l'espérons, mais parfois aussi, en particulier chez les plus pauvres, victime. La jeunesse dont parfois l'excès d'émotion conduit à des termes effrayants qui, je le répète, inquiètent les plus jeunes au point que cette inquiétude, l'éco-anxiété, a pris un nom, la solastalgie, et qu'elle doit demeurer chez les professeurs une préoccupation. Mais en face, une formidable capacité d'engagement de cette jeunesse, une maîtrise extraordinaire de la communication en réseau
et des choix professionnels qui se marquent de la sensibilité environnementale et écologique, comme nous le savons bien, par exemple, chez les jeunes ingénieurs qui ne veulent aller dans des écoles que lorsqu'elles leur offrent une préparation à ce monde nouveau. Alors, qu'ajouter à cette émotion? Pour cela, je m'interroge sur les messagers auxquels la jeunesse fait confiance à propos du changement climatique. Et je m'appuie sur une étude publiée après nombreuses enquêtes dans des pays développés, Australie, États-Unis et Europe. Conclusion, parmi beaucoup d'autres, au sein de la population, les scientifiques sont perçus comme des messagers auxquels est accordée une grande confiance. Et pour la jeunesse, et aux côtés bien sûr des réseaux entre jeunes, sur lesquels elle passe beaucoup de temps, les enseignants occupent une place de premier plan, avant les parents, avant les médias, dans la confiance accordée. Extrêmement positif, mais nouvelle plus inquiétante, parmi les jeunes de 12 à 25 ans, un niveau plutôt bas concernant les concepts scientifiques qui fondent le changement climatique, nous ne venons de parler que de cela, ainsi qu'une tendance à sous-estimer le niveau du consensus scientifique. Et ceci reflète bien quelque chose que nous connaissons bien, la difficulté pour la jeunesse de comprendre la nature de la science. Difficulté pour les jeunes et souvent difficulté pour leurs professeurs. Que nous est-il demandé? Je cite ici une conférence qui s'est tenue à l'initiative du GIEC au Canada en 2015 et lors de laquelle milliers de jeunes présents ont écrit un livre blanc, International Youth White Paper on Climate Change. Et je crois que les recommandations de ce livre blanc sont tout à fait pertinentes pour une mise en œuvre sur laquelle je vais ensuite m'étendre. Nos écoles nous préparent à devenir les leaders de demain en nous enseignant les connaissances de base. Le premier but de l'école. Néanmoins, elles ne nous apprennent pas comment nous adapter et avoir un impact sur le changement climatique. Celui-ci doit être enseigné de façon transversale, on pourrait dire interdisciplinaire, une difficulté que nous allons rencontrer de façon répétée, avec des activités de projet, donc un appel à l'action, qui aideront les élèves à acquérir les compétences nécessaires, et il souligne 2 points essentiels, la pensée en profondeur et les solutions en profondeur. Les premières, on comprend qu'on puisse l'exiger de l'école, les secondes, c'est déjà moins clair. Et le troisième point qu'il souligne, c'est les complexités. Je pense que chacun d'entre nous, après ce que nous avons entendu, n'a pas besoin d'être convaincu de ces complexités, a fortiori lorsqu'il s'agit de changer les programmes, et puis naturellement, entre pays développés et pays sous-développés, la pauvreté dans les écoles. Voilà un résumé au fond des principaux obstacles qu'ils rencontrent. Le manque de prise de conscience vient en numéro 1 et les autres viennent après. Depuis 2015, nous avons observé, néanmoins, et heureusement, une lente émergence mondiale de la problématique de l'éducation climatique. Je donne quelques exemples parmi beaucoup, plus ou moins intéressants, plus ou moins approfondis, mais tout de même qui témoignent de cette émergence. En Italie, récemment, l'annonce de la mise de 30 heures annuelles pour tous les élèves du primaire et du secondaire au programme. Le ministre qui a proposé ça ne l'est plus depuis le jour de Noël. On peut espérer que son successeur continue. En Nouvelle-Zélande, un nouveau programme remarquable pour les élèves de collège. En Australie, un soutien aux professeurs de la part de l'Académie des sciences, contre l'avis du gouvernement qui finance cette Académie des sciences, avec notre confrère Hans Bachor, physicien. Aux États-Unis, un remarquable programme qui s'appelle Climate Literacy and Energy Awareness Network, qui inclut, et c'est un point à souligner, les grandes agences scientifiques, la NOAA pour l'océan, la NASA pour l'espace, la NSF pour l'ensemble de la recherche. Initiative nationale, mais aussi des réseaux mondiaux, plus ou moins diffus, plus ou moins officiels, celui des Nations Unies, une communauté de préoccupation autour de l'éducation au changement climatique, celui de l'UNESCO, avec un réseau d'écoles associées, 12 000, c'est pas beaucoup à l'échelle du monde, un réseau
d'éco-school, très intéressant, peu scientifique, peu tourné vers la science, beaucoup plus vers l'action, des choses à faire dans l'école, mais également intéressant et facilité naturellement par la mise en réseau. L'enseignement supérieur. Je tiens à citer ici l'initiative prise depuis 2 ans maintenant par l'ensemble des campus de l'Université de Californie. Fameux campus, Berkeley, Los Angeles, San Diego, Santa Cruz, etc. Initiative Bending the Curve, sous l'impulsion d'un climatologue de grande réputation, un curriculum pour tous les undergraduates, sur tous les campus. Et l'originalité de ce curriculum est d'être totalement intégrateur de sciences, de solutions, de problématiques sociales, d'adaptation et d'atténuation, et d'être donc commun. En France, nous sommes moins en avance. Néanmoins, je tiens à signaler le rapport remarquable, bilan d'une mobilisation possible de l'enseignement supérieur, rédigé sous la direction de notre ami Jacques Trainer, qui je crois est présent dans la salle, et l'initiative toute récente, puisque la première réunion présidée par Jean Jouzel a lieu la semaine prochaine, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour voir qu'introduire dans nos universités, nos écoles, en réponse d'ailleurs à cette demande des futurs ingénieurs commerciaux, etc., qui veulent que leur activité soit en phase avec les grands objectifs que nous avons évoqués ici. Changer la réalité des classes est un long chemin. Pour parvenir à celle que vous avez vue dans la vidéo, il y a 20 ans de travail derrière sur l'enseignement des sciences dans un réseau REP+, dans un contexte social extrêmement difficile. Dans cette étude publiée par l'UNESCO en 2016, portant sur 70 pays, 50% des écoles ignorent le terme environnement. Les 2/3 ignorent le changement climatique, n'en parlent jamais. Et 9 sur 10 de ces pays n'incluent pas ces thèmes dans la formation des enseignants. Nous en savons un peu plus sur l'Europe, puisque l'Association européenne des académiques, qui s'appelle ALEA, vient de publier un rapport qui n'est qu'une première étape, A European Survey on Climate Change Education, dans lequel on constate que beaucoup d'actions sont faites, mais très peu, sur l'accompagnement et la formation des professeurs. C'est le 3e petit élément de l'histogramme. Or, non seulement il y a les professeurs existants, mais il y a la démographie, notamment en Afrique, et l'accroissement du volume de professeurs. Pendant les prochaines décades, il faut ajouter 20 millions de professeurs de primaire et de secondaire au nombre actuel. Et dans le même temps, il va falloir remplacer, à cause des départs à la retraite, 48,6 exactement, millions de professeurs d'ici 2030. Donc nous avons un double problème, celui lié à la démographie, qui est l'augmentation du nombre d'enseignants mécaniques et de leur salaire, problématique, et en même temps la préparation de ces enseignants à ces questions. Les programmes, bien sûr, sont importants, mais les professeurs sont la clé, à condition de les accompagner. C'est ce que je vais essayer de montrer maintenant. Et je le montre à partir d'une enquête publiée aux États-Unis, toute récente. Pourquoi les professeurs de l'enseignement secondaire n'enseignent-ils pas le changement climatique? On pourrait dire que c'est parce qu'ils sont tous républicains. Ce n'est pas vrai, parce que, pour 2 raisons. Ce point-là est également examiné dans l'enquête. Elle montre que les professeurs républicains comme démocrates, à la différence des familles, jugent à peu près aussi important l'enseignement du changement climatique, il y a peu de différence, et que toute la gamme d'opinions a été explorée par l'enquête. Alors regardons les 3 raisons qui dominent, enfin il y en a 4. L'une d'entre elles, c'est les élèves sont trop jeunes, je ne l'ai pas entouré de rouge, parce qu'elle rejoint la problématique de solastalgie que j'ai mentionnée tout à l'heure. Mais en majorité, 2/3, sans lien avec les sujets que je traite, c'est le problème des programmes. J'en sais trop peu, c'est le problème de l'accompagnement devant ces questions difficiles. Je n'ai pas d'outils, c'est le problème des ressources pédagogiques pour le faire en classe. Avec cette simple enquête,
nous avons les 3 ingrédients, sinon les 4, qui bordent en quelque sorte la problématique de l'enseignement climatique. Essayons d'approfondir pour comprendre, car il faut comprendre, ce n'est ni dogmatique, ni une opinion à suivre les yeux fermés, apprise par cœur. Il faut s'affronter à la complexité des concepts scientifiques, dans une progression naturellement entre le primaire et l'université. Or, cette complexité, elle est majeure. La complexité du système Terre, de ses couplages, des causes, des échelles d'espace et de temps, des rétroactions, des stocks et flux d'énergie et de matière, carbone, eau, des ordres de grandeur, des instabilités, transitions de phase, et finalement, ce qui permet de parler de l'avenir, des modélisations. C'est difficile. Et encore, je n'ai pas mis dans cette liste les aspects sciences humaines dont nous avons vu l'importance. Face à cela, les enseignants sont des acteurs décisifs, je l'ai dit, je le répète, bienveillants d'ailleurs, car a priori, ils savent, comme tout citoyen, que ces questions-là sont essentielles pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs enfants et pour leur pays. Mais, ils ne connaissent pas assez le sujet. Ils sont enfermés dans leur discipline et manquent de pensée systémique. Et finalement, ils sont peu à l'aise devant des choix qui mêlent de façon parfois très étroite des questions scientifiques, objectives si l'on peut dire, et des questions d'éthique qui impliquent des choix politiques devant lesquels ils ne souhaitent pas, pour certains d'entre eux au moins, se transformer en militants et pour lesquels ils peuvent être mal à l'aise à l'école. 2 questions parmi beaucoup qui nous posent dans les sessions de formation qu'on utilise avec eux. Finalement, le changement climatique, c'est un fait ou c'est une opinion, si on est pour ou si on est contre, hein? Ou bien, que valent les projections d'avenir? Qu'est-ce que ça veut dire, un niveau de confiance de 70% dans une expérience qu'on n'a encore jamais faite? Ça suppose toute cette compréhension de la modélisation que nous avons longuement évoquée hier. Je viens à un moment sur le cas de la France. Je voudrais mettre en avant une note du Conseil supérieur des programmes, sortie au mois de décembre, dans laquelle l'essentiel est dit. Cette note est longue et elle prépare une action possible vers les collèges. L'essentiel est dit, une forte demande de la jeunesse. Elle ne cesse d'interpeller les générations qui ont précédé sur leurs responsabilités. C'est nous, la génération en question. La nécessité de développer des savoirs rigoureux. On retrouve ce besoin de rigueur et de comprendre, déjà demandé à Edmonton au Canada, nécessaire à la compréhension des mécanismes, prévenir une fracture qui pourrait naître et reconstruire un lien de confiance pour finalement la construction d'un avenir commun. Voilà un beau énoncé de programme. Alors, les actes ont déjà été posés, en partie au moins, puisque un nouveau programme pour tous les lycéens a été mis en œuvre à cette rentrée en classe de première au lycée général et le sera à la prochaine en classe terminale. L'Académie des sciences a été heureuse de contribuer à ce programme. Son objectif, donner une vue systémique et interdisciplinaire du système Terre, de son climat et de l'action de l'homme. On peut décomposer ça en sous-items du programme, les voilà énumérés, je n'entre pas dans les détails. Il se conclut par le rôle de la science et de la technologie pour la construction d'une société décarbonée. Qu'est-ce qui manque à ce programme? 2 volets. Le premier, celui d'une préoccupation vers le lycée professionnel. C'est quand même un peu plus de 20% d'une classe d'âge qui chaque année passe au lycée professionnel et aura tous les métiers. Nous allons donner aux lycéens généraux, à supposer que ce programme tienne ses promesses, des outils majeurs pour comprendre. Pourquoi ne pas le donner à cette classe d'âge qui, justement, va se trouver face à l'adaptation des métiers, des produits, des technologies aux besoins de la société décarbonée. Une autre remarque. Ceci concerne actuellement, et l'an prochain le double, ou presque le double, entre 5 et 10 000 professeurs. Vous voyez tout de suite l'ampleur du volume de personnel à accompagner, et sans accompagnement, on peut craindre le pire. La perspective des aménagements de programmes et de collèges est examinée soigneusement dans la note que je viens de citer pour tous les élèves de primaire et de collège. Là, la scolarité est unique pour tous. Elle a l'intérêt de traiter cette fois de toutes les disciplines, avec sans doute un accent
plus fort sur certaines que j'ai écrites en gras, et d'inclure climat, biodiversité et soutenabilité. La difficulté, c'est à nouveau les volumes d'enseignants. Ils sont ici, vous voyez, 380 000 à l'école primaire, 230 000 au collège, dont 80 000 enseignant les sciences, plus précisément les 4 disciplines qui sont dans le bas du tableau. Donc à nouveau, un problème de complexité d'accompagnement et de volume. Alors j'élargis maintenant au-delà de la France, de manière générale finalement, l'accompagnement des enseignants en France et dans le monde. Qu'est-ce qu'il faut ? Bien, il faut d'abord partager les fondements scientifiques, ce que nous avons fait hier entre nous, proposer des outils pédagogiques adaptés, la demande de nos jeunes collègues américains, et conjuguer avec cela, pour tous les élèves, la connaissance des faits et risques, c'est la demande de compréhension, des perspectives d'action, la demande d'action, qui, elle, peut compenser l'aspect négatif des perspectives futures par quelque chose d'innovant et d'enthousiasmant, et naturellement, l'aspect des valeurs. Le GIEC donne, avec ses rapports, que nous avons longuement entendu citer depuis hier, des éléments sur pratiquement tous ces aspects. Comment les traduire pour les enseignants ? Le GIEC fait un effort considérable en écrivant des rapports et résumés pour décideurs qui traduisent pour les décideurs politiques, banquiers, économistes, assurances, etc., les analyses scientifiques présentes dans le rapport. Rien pour les professeurs. C'est le point que le rapport des académies des sciences du monde, que je citais tout à l'heure, a souligné en disant qu'il nous faut la même chose pour les professeurs. Mais ce n'est pas dans le mandat du GIEC de faire cela. Il faut que quelqu'un d'autre le fasse. C'est pourquoi la construction de résumés scientifiques pour les professeurs et d'outils pour la classe, les 2 demandes qui étaient exprimées tout à l'heure, nous ont conduit à une entreprise extraordinairement modeste, il faut être un peu fou pour se lancer là-dedans, de l'Office for Climate Education, qui est sans proportion avec l'ampleur de la demande, mais qui ne commence rien, n'arrive nulle part. Et le cœur, c'est l'accompagnement des professeurs. Alors on ne part pas de rien quand même, parce que depuis un quart de siècle, les académies des sciences dans le monde, beaucoup de ministères de l'éducation, y compris le nôtre, se sont lancés dans une rénovation de l'enseignement des sciences à destination des enfants primaires et collèges, en s'appuyant sur la communauté scientifique, qui s'est révélée être la clé de la transformation. J'ai pris ici quelques visages, donc quelques prix Nobel, et évidemment Georges Charpak, auquel nous devons le démarrage de ceci en France, pour implanter une pédagogie d'investigation. Pédagogie d'investigation, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très simple, des élèves actifs, des professeurs accompagnés autour des contenus de la science. Est-ce que ce modèle peut être exploité au bénéfice du climat ? Nous pensons que oui, parce qu'il s'est révélé capable de tenir compte de la diversité des contextes éducatifs, culturels et économiques dans un très grand nombre de pays dans le monde. C'est pourquoi nous avons créé cet Office for Climate Education. J'ai dit qu'il était petit, il est tout petit, avec le soutien de beaucoup, y compris de certains qui sont présents dans la salle et que je remercie donc doublement. Il comprend à la fois une petite structure, un réseau international très important, en particulier en Amérique latine, mais aussi en Afrique du Sud-Est et en Asie du Sud-Est et en Afrique, et puis naturellement un cœur de scientifiques partenaires, et entre les 2 laboratoires de climatologie qui l'accompagnent, on a à peu près tous les domaines de la science couverts. Il vient de devenir, décision de la conférence générale, un centre UNESCO de catégorie 2, et il a la mission, en particulier, d'accompagner les professeurs en France en lien avec l'éducation nationale. 2 exemples de sa production, et je m'approche de ma conclusion. Il s'agit donc de résumés scientifiques et d'outils pour les professeurs. Voilà les premiers, accompagnant le rapport spécial du GIEC 1,5 degré, petite brochure lisible et surtout testée dans des classes. Et en voilà un second, beaucoup plus volumineux, plus de 200 pages, outils pour la classe, océan et cryosphère, c'est le rapport du GIEC de l'année dernière. Et puis, naturellement, car la diffusion à distance par Internet est très utile et très économe en carbone, peut-être,
mais est loin de remplacer le contact personnel. Un grand nombre d'actions de formation, de conférences haut niveau avec des ministères de l'Éducation, un peu partout dans le monde, pour porter, et maintenant avec l'UNESCO, la mise en œuvre de cet accompagnement. Alors, je conclus sur, au fond, une proposition. En 2006, Michel Rocard, qui était alors membre du Parlement européen, lançait, à la demande de la Commission européenne, un rapport « Science Education Now ». Il fallait transformer l'éducation scientifique élémentaire, une filiation de la main à la pâte, si l'on peut dire, dans les écoles européennes pour faire face au développement scientifique de l'Europe. La Commission a entendu, le rapport a été approuvé, un financement considérable, dépassant une centaine de millions d'euros, a été attribué au fil des années et en 10 ans, des initiatives pédagogiques de très bonne qualité ont fleuri à peu près dans les 27 pays. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir le symétrique? Climate Education Now, Engage Teachers for the Future of Europe. Est-ce qu'il n'y a pas là un nouveau défi pour la Commission européenne et la communauté scientifique? Je vous remercie de votre attention.